Dans ce projet, nous voyons aussi la possibilité d'attirer les jeunes vers ce métier d'agriculteur ou d'agripreneur ou d'agro-business, tout ce qu'on peut dire, mais à travers une formation. Oui. Donc, pour le faire, il y a beaucoup qui partiraient des diplômes qu'ils ont dans d'autres domaines. Ça peut être l'informatique, ça peut être le marketing digital et tout. Les attirer vers ces métiers-là dans le cadre de la reconversion professionnelle. Oui. Pour ça, ça nécessite une formation, ça nécessite une remise à niveau, leur donner les capacités, les outils. Et du financement pour ces formations en plus. Voilà. Voilà. Alors, les financements pour les formations existent. Hein. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la fondation Mastercard. C'est une fondation qui dispose d'un budget de 1,4 milliard par an de dollars consacré uniquement à la formation. Bienvenue sur Global Africa Télé Sud. Bonjour. Il est donc dorénavant essentiel d'autonomiser les agriculteurs et de leur fournir des ressources financières adéquates, des étapes essentielles vers l'éradication de la faim, la réalisation de la sécurité alimentaire et le développement durable, la réalisation des objectifs évidemment plus larges de l'agenda 2023 de l'Union africaine. Sur cette question, une conférence va se tenir à Paris le 7 février, c'est bien ça, le 7 février, à l'hôtel intercontinental Paris-le-Grand. Le thème précis, agriculture et sécurité alimentaire en Afrique, financement et formation pour libérer le potentiel des jeunes et stimuler l'emploi. Une rencontre sur un secteur clé du continent africain qui réunit décideurs, experts, entrepreneurs et membres de la diaspora africaine. L'enjeu fondamental étant nourrir durablement les populations africaines tout en offrant des opportunités économiques aux jeunes. Et donc, chers téléspectateurs, je suis Carmen Févillier et ravie de vous retrouver avec mes invités Liliane Massala et Michel Fossard. Bonjour. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, j'étais un peu lente dans mon introduction. Alors, on va aller tout de suite. Donc, Madame Massala, on va commencer par vous, Liliane Massala. Vous êtes ancien ambassadeur du Gabon en France. Vous êtes diplomate, vous avez une carrière de diplomate assez intense. Et vous participez à la première conférence que vous annoncez d'envergure internationale à Paris sur l'agriculture. Alors, vous quittez la diplomatie pour vous mettre sur la terre, pour aller cultiver la terre. Pourquoi ? Ben déjà, je ne quitte pas la diplomatie pour aller cultiver la terre. Merci, Madame, de nous recevoir sur votre plateau pour parler d'une conférence que nous organisons, comme vous l'avez rappelé, le vendredi 7 février 2025 à l'hôtel intercontinental de Libreville. Non, de Paris. Je me crois encore à Libreville. C'est le début de l'année. Et puis, bon, c'est à l'hôtel intercontinental de Paris. Oui. Et sur le thème que vous avez rappelé également, agriculture et sécurité alimentaire en Afrique, financement et formation pour libérer le potentiel des jeunes et stimuler l'emploi. Je suis donc Liliane Mara Massala, haut fonctionnaire et diplomate de la République gabonaise. Après plus de 30 ans dans la haute administration, j'ai souhaité me lancer à autre chose, à savoir l'entrepreneuriat, qui est un domaine qui m'a toujours passionnée depuis très longtemps, et dans le domaine de conseil. De conseil en entreprise. Voilà. En entreprise, pour accompagner les entreprises et les pouvoirs publics à pouvoir améliorer leur vision sur les projets stratégiques de notre continent. Oui. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Mosa Consulting, oui. Qui vient d'être créée, si je ne me trompe pas, en avril 2024. Mosa Consulting a été effectivement créé en janvier 2024, donc ça fait un an. Ça fait un an Qu'on a démarré cette aventure, un de mes partenaires et moi,
parce qu'on a considéré que le continent africain, en fait, moi, mon parcours professionnel m'a permis d'être confrontée à un certain nombre de problématiques rencontrées en Afrique. Oui. Et mon passage en tant qu'ambassadeur du Gabon en France, qui a duré à peu près 4 ans, m'a aussi également mise en contact avec les vrais problèmes que rencontre notre continent et qui devraient avoir un regard un peu plus poussé. Et on s'est dit qu'il faudrait cibler les secteurs qui pourraient permettre le continent à mieux évoluer dans son processus de développement. Et parmi ces secteurs qu'on a ciblés, il y a effectivement l'agriculture, le secteur agricole qui est un secteur très important. À côté de ça, on parlera peut-être plus tard du domaine de l'eau, on parlera du tourisme en Afrique, qui est un secteur aussi important. Et on cible principalement le secteur non seulement qui permet de développer le continent, mais aussi créer de l'emploi, parce que c'est ce dont nous avons vraiment créer de l'emploi, pas seulement aux jeunes. Pas seulement aux jeunes, mais quand on parle de l'agriculture, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Donc on se tourne principalement vers le jeune. Et comme l'Afrique est un continent très jeune, c'est plutôt à eux qu'on pense principalement dans ce domaine. Alors, la conférence que vous organisez, vous êtes partenaire avec Michel Fossard qui est ici, avec sa structure l'AFA. Agrofinance Africa. Agrofinance Africa. Ah, exactement. Et donc, comment vous positionnez vos deux structures pour l'organisation de cette conférence? Alors, le positionnement est très simple, parce que Liliane Maramasala est vice-présidente de Agrofinance Africa. Bon. Oui. Donc, c'est en totale concertation qu'est venue cette idée de mettre en place cet événement. En totale concertation, d'accord. Voilà, de mettre en place cet événement ici à Paris, et de rassembler un maximum, je dirais, d'autorités et en même temps d'experts pour apporter une réponse positive à tout ce qui se pose aujourd'hui comme problème au niveau de l'agriculture africaine et qui ont été évoqués récemment dans des réunions comme à Kampala ou aussi à Addis Abeba. Et donc on va revenir sur la table ronde. Nous attendons des personnalités la conférence. Nous attendons des personnalités de haut rang avec 2 tables rondes organisées. Je cite la première table ronde, sécurité alimentaire, construire une Afrique autosuffisante avec des producteurs et des transformateurs engagés dans une démarche de souveraineté alimentaire. Une table ronde qui sera modérée par Léo Kadi Bakissé. Et la deuxième table ronde, mobiliser les compétences et les capitaux. Ça vous concerne spécifiquement. Tout à fait. Et j'aurai le plaisir de modérer cette table ronde. Et quel a été vraiment l'intérêt de vous associer qu'est-ce que vous vouliez démontrer? L'intérêt est très simple, c'est d'avoir des solutions concrètes par rapport à ce qui est aujourd'hui le grand problème de l'agriculture africaine, c'est-à-dire faire en sorte que les petits exploitants puissent, je dirais, gagner convenablement leur vie et faire une évolution de leurs exploitations, aussi bien en modernisant qu'eux-mêmes en se formant à toutes les nouvelles technologies qui vont être, je dirais, un élément essentiel pour faire face au changement climatique et permettre une résilience des agriculteurs africains. Alors, vous parliez d'Addis Abeba et de Kampala. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, Addis Abeba, c'était une conférence sur le thème de la faim, puisqu'on voit bien qu'en Afrique, aujourd'hui, des gens n'arrivent pas à manger à leur faim, mais que c'est annoncé comme étant grandissant dans les années qui viennent. Et la réunion de Kampala sur, je dirais, à la fois l'organisation des systèmes alimentaires, mais surtout sécurité alimentaire et développement des productions agricoles ont été au centre des débats. Et dans la déclaration de Kampala, j'ai retenu 2 idées. Oui. La première, c'est qu'en 10 ans, 25-35, la production en Afrique doit augmenter de 45%. Et deuxième chiffre, 100 milliards de dollars sont nécessaires pendant cette période pour permettre à l'agriculture africaine de répondre à cette demande grandissante parce qu'il y a une pression démographique très forte. D'accord. Et quel est le message des propositions concrètes que vous apporterez
pendant la conférence face à ces déclarations? Alors, d'abord, la conférence est un lieu de débat. C'est ce qu'on a voulu avec Liliane Massala, c'est-à-dire faire parler un certain nombre, je dirais, d'autorités. Nous avons différents ministres qui viennent d'Afrique et qui pourront s'exprimer sur ce sujet en donnant, je dirais, à la fois leur vision et en même temps les actions concrètes qu'ils sont décidés à développer, à mettre en place là dans les années qui viennent. Ouais. Et puis, en même temps, les experts vont situer, je dirais, toute la problématique sur le sujet, c'est-à-dire les difficultés que l'on connaît, et de voir avec nous les solutions qui peuvent être apportées pour que, globalement, on arrive à dégager à la fois des talents et des ressources pour faire face aux défis qui se présentent pour les 10 prochaines années. Alors, pour les solutions, vous avez des annonces à faire Madame Oui, nous avons pensé que ça serait le moment. Déjà, comme je vais rappeler rapidement ce que Michel a dit, l'idée c'est de mettre face à face les pouvoirs publics, donc les autorités politiques, et les experts internationaux qui vont faire le déplacement. On parle du FIDA, on parle de l'UNIDO, on parle de l'OCDE, on parle de l'Agence africaine de développement, la BAD également. Là, vous mettez à profit votre expérience. Voilà, on met à profit cette expérience pour les mettre face à face, que chacun dise exactement ce qu'il attendrait des partenaires internationaux et ce que les pouvoirs publics voudraient avoir comme accompagnement aussi. Donc, c'est ça. Et les solutions, parmi les annonces que nous pensons pouvoir faire, on a le soutien de certains bailleurs de fonds. Oui. On a le soutien des entreprises privées qui souhaitent mettre l'accent sur la partie que nous avions, le sous-thème de la conférence qui est la formation. Pouvoir proposer aux jeunes, parce qu'on attend beaucoup d'étudiants des universités qui sont sur la place en France ici et qui vont leur proposer des bourses d'études pour pouvoir les accompagner dans la formation de tout ce qui porte sur l'innovation dans le domaine de l'agriculture. D'accord. Alors, selon votre communiqué de presse, je vais citer juste quelques blocs de phrases. Intégrer les agriculteurs au capital des entreprises de transformation, des revenus complémentaires grâce à la redistribution des bénéfices, diversification des revenus familiaux issus de la production et de la transformation des produits agricoles. Ça concerne beaucoup plus Michel Fossard. Et donc, on va y revenir quand on parlera financement. Et pour l'instant, je vais poursuivre avec Madame Massala. Alors, comment définir la sécurité alimentaire? Parce qu'on parle de sécurité alimentaire, qu'est-ce que c'est? Pour moi, en fait, l'idée vient du fait que les chiffres que nous recevons sont très alarmants. Michel a parlé des 100 milliards de financement de ce domaine en Afrique. Il n'y a même pas 2 ans, c'était 65 milliards. Vous voyez un peu la progression due essentiellement à la population africaine qui se développe très, très rapidement. Donc, nous, on se dit que l'un des problèmes urgents, c'est vraiment attaquer le problème à la source. Et pour pouvoir le faire, il faut pousser les jeunes à s'intéresser à ce secteur-là, à se former. Et l'un des chiffres aussi qui nous touche, c'est le nombre des populations africaines qui meurent de faim parce qu'ils ne se nourrissent pas correctement. On parle de la malnutrition des enfants de moins de 15 ans qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc, et des personnes âgées aussi. Et des personnes âgées. Et on sait bien que quand une personne est bien nourrie et bien formée, elle est productive pour son pays. Donc pour nous, c'est un problème sur lequel il faut vraiment se pencher de manière beaucoup plus profonde pour trouver des solutions et qu'on sorte de là. L'idée, c'est vraiment de nourrir de manière durable les populations africaines. D'accord. Alors, vous représentez, Monsieur Fossard et vous, le secteur privé. Le secteur privé qui est identifié comme essentiel pour stimuler les investissements. Donc, on se rend compte que le financement est primordial. Et est-ce que vous pensez que ce secteur privé est une niche d'expertise ? Alors, est-ce que ce serait vraiment la solution pour l'autosuffisance alimentaire? Alors, moi, je dirais que c'est une solution complémentaire par rapport à ce qui existe. Ce qui existe, ce sont à la fois les financements de la puissance publique, qui sont complétés par des financements internationaux, et d'autre part, ce sont les financements aussi de grands groupes
nationaux ou internationaux. D'accord. En fait, aujourd'hui, si on veut relever le défi tel qu'il a été évoqué à Kampala, il faut donner une grande place au secteur privé. Pourquoi ? Parce que le secteur privé, avec les PME, va permettre de créer beaucoup d'emplois. Ensuite, il y a une réactivité au niveau des PME qui est reconnue comme étant plus forte qu'au niveau des grands groupes. Donc, ce qu'il faut, c'est débloquer la situation en permettant à des élites, je pense notamment à tous ces jeunes qui sont diplômés dans le secteur agricole, qui sortent d'écoles d'agronomie, de pouvoir devenir des agripreneurs. Oui. Ça, c'est un premier point. Et ces personnes peuvent développer des exploitations qui vont être, je dirais, de taille moyenne, c'est-à-dire 20, 30, 40, 50 hectares. Et on sait que les terres sont disponibles. Et donc là, il y a vraiment tout un travail, État par État, pour développer ce programme agripreneur. Et le travail de Mosa Consulting, c'est en concertation avec les ministères, les administrations, de voir très concrètement la façon dont les choses peuvent se passer. Parce qu'il y a à la fois des problèmes de terre, mais vous savez comment des fois on est limité par la réglementation. Hein. Deuxième point, il y a des améliorations il faut des talents. Les talents, ce sont ces jeunes qui seront prêts à passer au niveau entrepreneur. Et le troisième point, c'est d'avoir de l'argent à mettre à leur disposition pour qu'ils réussissent. Alors, Madame Massala, excusez-moi, je reviens vers vous, Monsieur Fossard. Madame Massala, avec Mosa Consulting, comment les choses vont se faire concrètement par rapport à ce que Monsieur Fossard vient d'évoquer? Mosa Consulting, depuis sa création, donc il y a 1 an, s'est attelé à nouer des partenariats avec les institutions publiques et surtout privées. Et ces partenariats nous a permis de se tourner, par exemple, vers les institutions publiques pour leur dire de nous faire un état des lieux de la situation dans ce secteur. Et si je prends, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, nous travaillons avec la mairie de Bouaké pour savoir exactement ce dont ils ont besoin, quel est leur programme de développement du secteur agricole et dans tous les domaines. Il y a la pisciculture, il y a le maraîcher et tout ça. Nous faisons cet état de lieu qui nous permettra de pouvoir les mettre en contact avec les bailleurs de fonds, avec ceux qui ont les moyens de pouvoir les accompagner dans ce domaine. Donc nous, on est facilitateur, on est intermédiaire et surtout, on entre vraiment dans le vif du sujet. On va au fond du problème pour savoir ce qu'il faut faire et on leur apporte des solutions, on va dire quasi de A à Z. Voilà ce qu'on peut faire pour vous dans ce secteur au niveau des cultures. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner jusqu'à la transformation? Et pendant ce temps, comment on forme les jeunes? On forme les jeunes et les femmes, bien sûr, pour pouvoir s'intéresser à ce domaine et les accompagner de manière solide et durable. D'accord. Et l'AFA intervient pour apporter les capitaux. Voilà, donc AFA, je dirais, a un double rôle, c'est à la fois un financeur et un architecte du financement. Oui. Un architecte du financement. Il faut savoir que, en définitive, nous faisons un métier, nous, complémentaire et différent de celui du banquier. Et de par mon expérience à travers la WUSME, c'est-à-dire la World Union Small Medium Enterprises, que je connais, la WUSME, oui. Voilà, nous avons été, dans nos travaux en relation avec l'UNCTAD, convaincus qu'il fallait apporter des solutions pour 50% de ces PME qui ne trouvent pas de financement. Il faut donc faire un tri dans ces entreprises, donc il faut autant de sérieux qu'une banque dans, je dirais, la sélection des dossiers. Mais ensuite, une fois qu'on a la conviction que tel dossier est bon, mais qu'il ne pourra pas être financé par une banque, parce qu'il n'y a pas les garanties, ou il n'y a pas le niveau de garantie. La place, vous garantissez? Alors nous, c'est très simple, nous mettons en place des solutions qui permettent de débloquer les fonds, mais en assurant un suivi, c'est-à-dire qu'on a tout un process d'accompagnement qui dure notamment la durée des prêts, qui est en général de 5 ans. Combien de temps? 5 ans. 5 ans. Donc ça demande un certain temps. C'est énorme, 5 ans. Oui, mais le temps passe très vite. Je peux vous le dire, vous verrez pour vous-même, 5 ans, vous verrez, ça passe très vite. Mais l'autre aspect, c'est que nous prenons une participation qui va de minoritaire à majoritaire. Oui. Et nous mettons en place aussi, auprès du dirigeant,
ce qu'on appelle un CODIR, c'est-à-dire un comité de direction, avec 2 personnes qui vont l'accompagner pour que ce parcours de 5 ans se fasse bien. Alors, c'est déjà une simplification énorme hein, pour l'agripreneur qui s'engage pour la réalisation de ces projets. Voilà. Ce que je voudrais juste dire, c'est que l'argent ne tombe pas du ciel. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, que là-bas, c'est comme ici, ce que l'on a emprunté, il faut le rembourser. Oui. Et donc, si vous voulez, c'est très important d'apporter un accompagnement au niveau des entrepreneurs, de manière à ce que, je dirais, pour les aléas qui peuvent se présenter et qui ne dépendent pas, je dirais, de l'attitude du dirigeant, ils puissent compter sur un accompagnement qui va, dans bien des cas, être important pour le sortir de l'ornière. Hein. Oui. Je veux dire, vous pouvez avoir des tas de complications au niveau d'une entreprise qui touchent soit parce que vous avez des dépenses trop importantes, soit parce que vous avez des recettes insuffisantes, soit parce que votre calcul de marge doit être adapté. Oui. Nous avons, avec nos collèges d'experts, la maîtrise de ces situations. Et donc ça, c'est une situation de confort pour le dirigeant qu'on finance, mais c'est aussi une situation de confort pour tous ceux qui nous apportent de l'argent et qui nous confient cet argent et où nous sommes complètement responsables. Alors, je suis agripreneur, je viens vers vous, Madame Massala m'accompagne dans la confection peut-être de mon dossier. Oui, de votre plan d'affaires. De plan d'affaires. En anglais, oui. Et je paye comment ? Je paye et Madame Massala et ensuite Monsieur Fossard, comment ça se passe? Oui, non, ça se passe de la manière suivante. C'est qu'au niveau de AFA, nous avons d'une part une commission de suivi de dossier qui permet de rémunérer les prestations conseils au niveau de AFA, de Mosa Consulting. Et par ailleurs, nous avons, comme cela se fait au niveau des banques, une commission d'apport du financement pour l'agripreneur. D'accord. Tout ça est en vue dans une notion qui, je dirais, est complètement transparente et qui, si vous voulez, de par la nature de notre structure, je dois juste préciser que nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif, entreprise à mission. Oui. Bon. Et dans nos statuts, nous ne distribuons pas de bénéfices. Bon. Ce qui ne veut pas dire que la société doit être pauvre. Elle doit avoir sa capacité à payer ses honoraires aux différents intervenants, y compris Mosa Consulting. Mais l'esprit est le suivant, c'est que la charge financière rattachée au prêt qui est accordé ou à la participation que l'on a temporairement dans l'entreprise ne doit pas handicaper l'entrepreneur. Il faut que ça reste, si vous voulez, dans une marge correcte. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que malheureusement, dans un certain nombre de cas, vous avez des dossiers qui sont trop lourds à porter sur le plan du financement. Est-ce que, Madame Massala, vous avez eu cette difficulté d'avoir eu à traiter des dossiers trop lourds, d'avoir refusé certains dossiers ? Non, on n'en est pas encore là. Jusqu'à présent, on est dans l'analyse, l'examen des dossiers. On n'a pas encore rejeté un quelconque dossier à ce jour. Est-ce que ça peut arriver que vous rejetiez un dossier ? Oui, j'imagine que ça peut arriver et on fera tout pour pouvoir traiter au mieux tous les dossiers que nous allons recevoir. D'accord. Alors, on ne va pas faire la conférence, mais il y a quelques questions qui reviennent. Alors, Monsieur Fossard, la question qui me vient actuellement, c'est, vous avez parlé de la déclaration de Kampala. Comment vous pouvez concrétiser cette nouvelle feuille de route pour l'agriculture et l'alimentation, excusez-moi. Voilà, je dirais qu'au niveau de la déclaration de Kampala, il y a effectivement un certain nombre de propositions. La seule question, c'est comment ça va se traduire dans les faits, puisque je dirais depuis un certain nombre d'années, il y a des efforts qui sont faits, qui sont déployés et qui sont tout à fait notoires et reconnus, mais insuffisants. Le problème, c'est que nous sommes dans une situation où il faut un plan qui soit à la hauteur des situations à résoudre. Or, les situations à résoudre sont les suivantes. La première, c'est que nous avons beaucoup de petits exploitants agricoles qui ne gagnent pas assez d'argent.
Ça, c'est un premier point. Oui. Donc, ils sont dans une pauvreté relative. Bon. Le deuxième point, c'est que nous n'avons pas assez de production qui sont internes au pays, et donc il y a des importations qui sont faites. Aujourd'hui, les gouvernements ont compris qu'il fallait limiter les importations, parce que quand vous avez des importations, c'est des emplois qui ne sont pas créés. Source de dépenses des États, les importations. Et d'autre part, c'est des devises que vous devez sortir pour faire rentrer des marchandises. Donc ça, je dirais que c'est un premier point très important. La majorité des États sont alignés sur cette idée. Limitons nos importations. Et à la place alors? Et donc à la place, on a à la fois donc, une politique sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Là où le bas blesse, c'est qu'ils ne savent pas toujours quel plan mettre en place pour arriver à de bonnes solutions. Et en fait, l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure, dans le privé, donner absolument un développement important aux petites et moyennes entreprises est essentiel. C'est essentiel parce que les petites et moyennes entreprises vont, je dirais, apporter des recettes fiscales au pays. Plus il y a de recettes fiscales, plus l'État, si vous voulez, peut fonctionner normalement. Oui. C'est donc l'intérêt de faire diminuer le secteur informel pour développer ce secteur formel à travers des PME. Oui, et donc je reviens avec Madame Massala. Ce que vous venez de dire suppose que le secteur privé doit quand même être formé. Oui. Il faut des compétences, il faut une formation. Oui, il faut une formation du secteur privé parce que dans ce projet, nous voyons aussi la possibilité d'attirer les jeunes vers ce métier d'agriculteur ou d'agripreneur ou d'agro-business, tout ce qu'on peut dire, mais à travers une formation. Oui. Donc, pour le faire, il y a beaucoup qui partiraient des diplômes qu'ils ont dans d'autres domaines. Ça peut être l'informatique, ça peut être le marketing digital et tout. Les attirer vers ces métiers-là dans le cadre de la reconversion professionnelle. Oui. Pour ça, ça nécessite une formation, ça nécessite une remise à niveau, leur donner les capacités, les outils. Et du financement pour ces formations en plus. Voilà. Voilà. Alors, les financements pour les formations existent. Hein. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la fondation Mastercard. C'est une fondation qui dispose d'un budget de 1,4 milliard par an de dollars consacré uniquement à la formation. Vous voyez ? Donc, vous avez comme ça un certain nombre de fondations qui peuvent participer aux actions de formation et de les orienter plus vers une stratégie développement PME avec formation, entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que, comme vous le dites très justement, si on développe les PME, il faut qu'on ait des entrepreneurs. Et donc, les entrepreneurs ne sont pas toujours, je dirais, capables de lancer immédiatement leur entreprise. Ils ont les connaissances, par exemple en agriculture ou en transformation de produits, mais il faut les mettre, je dirais, en bonnes conditions de diriger une petite entreprise. Ce n'est pas des grandes entreprises, c'est des petites entreprises. Oui. Donc c'est un peu de connaissances gestion, un peu de connaissances marketing, un peu de connaissances en matière de ressources humaines. Et avec ça, on peut arriver à les mettre complètement dans l'axe. Donc ça, c'est le point, je dirais, important en ce qui concerne le développement de ces PME. Nous, on a constaté, d'une part, qu'il y avait déjà un petit tissu de PME ici et là dans la transformation agricole, mais qu'il faut le développer et qu'on a les jeunes qui ont les compétences et qui ne trouvent pas forcément à la sortie de leurs écoles le job qui correspond à leur formation. C'est ça le problème de l'adéquation formation et emploi. Premier point. Le deuxième point, c'est que si même ils se sentent capables de lancer une petite entreprise, ils n'ont pas l'argent. Et on ne va pas leur faire confiance comme ça. Donc, notre travail à nous, il est bien dans cette complémentarité par rapport aux banques qui ont des règles. La banque doit travailler avec des garanties. Elle applique des taux d'intérêt qui sont liés à des prises de risque. Ils sont énormes quelquefois. Et ces taux, on les trouve parfois énormes, mais c'est aussi justifié parce que la vie de banquier n'est pas si simple que ça. Et d'où aussi parfois leur, je dirais, attirance pour travailler avec d'autres secteurs. Les nouvelles technologies, l'informatique, les mines, tout ça, ça leur paraît plus rassurant. L'agriculture. Voilà. Et l'agriculture, ils vont y venir. Mais je dirais que
ils sont certainement volontaires, mais toujours en interrogation. Pourquoi en interrogation? Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture telle qu'elle se présente face au changement climatique, vous voyez bien, trop d'eau, trop de sécheresse, etc., c'est pas évident pour un banquier de dire « j'y vais ». On va financer. Voilà. Nous nous sentons à l'aise pour deux raisons. La première, c'est que nous avons des experts dans le domaine agricole. La deuxième, c'est que notre étude financière est suivie d'un accompagnement, ce que ne peut pas se permettre un banquier. D'accord. Et ça, c'est, je dirais, les points qu'il faut retenir au niveau de nos activités spécifiques, Mosa Consulting et AFA. Mosa Consulting et AFA. Et AFA. Alors, je reviens vers vous encore, Monsieur Fossard, parce qu'on va parler financement. Pour cela, je vais citer Jérémy Lusouba, qui est député congolais et secrétaire général du réseau parlementaire africain sur les systèmes alimentaires. Voilà, il dit « Nous constatons que très peu, et ici ce n'est aucun pays, n'a réussi à allouer 10% de ses budgets nationaux à l'agriculture. » Alors, il regrette le fait que cela ne se fasse pas. Et pour lui, le vrai défi est un défi politique. Et donc, les conclusions de Kampala doivent être une décennie. Kampala doit être une décennie décisive pour relancer la volonté politique. Est-ce que vous partagez le même avis, Madame Massala, vous êtes diplomate. On partage tout à fait, et c'est pour ça tout à l'heure je disais, le fait de mettre face à face les autorités politiques, les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds et les financiers qui seront dans la salle, ce serait justement pour les inciter à faire un effort sur le budget qu'ils allouent au secteur agricole. Alors, comment inciter à faire des efforts pour l'agriculture? C'est incompréhensible. C'est peut-être les chiffres. Quand je vous dis que les chiffres sont effrayants, il faudrait effectivement que les pouvoirs publics tiennent compte de ces chiffres-là. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parle de 65%, on dit aujourd'hui 19% des terres agricoles sont inexploitées en Afrique. Ben, il faut essayer de monter, de baisser plutôt les niveaux et tout. Et donc, on observe que dans certains pays, ils incitent les jeunes à aller vers les métiers dans certains pays. Moi, je voudrais compléter ce que vient de dire Liliane Maramassala sur plusieurs points. Un premier point, il y a un peu plus d'un an, il y a eu une réunion au Sénégal, à Dakar, où les Africains se sont réunis pour dire, et pour l'agriculture, on est capable de mettre combien d'argent sur la table? La BAD a dit, moi je mets 10 milliards de dollars. Et les partenaires qui étaient autour de la table avec la BAD ont dit, nous aussi, on met 10 milliards de dollars. Donc vous voyez, c'est déjà 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, c'est à rapprocher de mon chiffre de 100. Comme dirait l'autre, ce n'est qu'un cinquième. Bon, mais ça prouve que déjà, il y a une volonté de constituer des budgets qui permettront d'évoluer correctement. Là, je voudrais vous donner un chiffre très significatif au niveau de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous connaissez le budget de l'agriculture en RDC. C'est 1 milliard de dollars. Le président, il y a un peu plus d'un an, a pris la décision, sur les 5 années à venir, d'ajouter 6 milliards de dollars. Vous voyez, c'est presque un doublement d'un budget. C'est comme si je disais, en prenant un budget de l'État français, mettons l'enseignement 50 milliards, je vais passer à 100 milliards. Donc c'est un effort qui doit être noté et ensuite vérifié, c'est-à-dire voir si dans les faits, les choses se passent ainsi. Mais l'État ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout. Voilà pourquoi je reviens sur la diaspora. La diaspora et les flux financiers vers les pays africains, Madame Massala. Ce n'est pas une manne financière pour exploiter l'agriculture? Vous parlez de la diaspora, la manne financière, ici en France, vers l'Afrique, oui. Parce que la diaspora, jusqu'à présent, s'est intéressée au domaine immobilier, de l'immobilier. Dès qu'ils ont un peu de moyens ici, ils envoient dans leur pays pour construire des logements. Et puis pour le quotidien. Pour le quotidien, mais surtout quand ils font de transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est toujours pour acquérir un terrain, construire une maison, ainsi de suite. Or, les experts vous diront que l'immobilier, c'est bien. Il faut avoir un logement à un moment donné. Mais pour que ça puisse être pérenne, que vous puissiez avoir un logement bien entretenu jusqu'à un certain nombre de temps, il faut au moins sécuriser ses revenus.
Donc d'où l'idée de leur dire de voir aussi d'autres secteurs qui peuvent les aider à aller beaucoup plus vite et mieux, et surtout à gagner de l'argent très rapidement. Oui. Entre l'immobilier et l'agriculture, je pense que c'est l'agriculture qui nourrit mieux et longtemps son homme. J'ai suivi l'interview d'un milliardaire malien qui expliquait aux jeunes Maliens, justement, donc les jeunes de son pays, le fait d'investir dans l'agriculture leur permettrait de gagner beaucoup plus vite leur vie que de s'intéresser à l'immobilier en prenant des exemples simples. 1 hectare de terrain vous rapporte à la fin de l'année 15 millions de francs CFA, alors qu'un appartement que vous avez acheté pour mettre en location, vous allez attendre 5 ans pour pouvoir récupérer votre investissement. Et des contentions en plus. Sans compter cela. Et des litiges. Voilà, des litiges qu'on peut imaginer. Oui. Oui, exact. Vous voulez ajouter quelque chose Oui, je dirais que la diaspora est intéressée par l'agriculture. Elle est, je dirais, déjà en marche. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut peut-être bien réfléchir dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur, oui, à placer ses fonds, son épargne, dans des opérations qui vont valoriser les produits agricoles. Par exemple. Et c'est notamment la transformation. Oui. C'est-à-dire, classiquement, on va dire entre un produit non transformé et un produit transformé, on peut être d'une échelle de 1 à 5, voire de 1 à 10. Ça veut dire qu'il y a vraiment de la marge au niveau des produits transformés. Et les produits transformés sont les produits d'avenir. Oui. Pourquoi ? Parce que l'univers urbain en Afrique va être dominant. On nous dit que d'ici 2050, 50% des populations seront dans les grandes villes. Donc ça veut dire qu'ils vont consommer peut-être plus de produits transformés qu'avant. Et le deuxième point, c'est que vous allez avoir dans ces populations plus de gens qui vont être en secteur formel, c'est-à-dire employés dans des entreprises, et vont avoir un bulletin de salaire. À partir du moment où ils travaillent toute la journée, quand ils arrivent le soir, ils sont amenés à prendre des produits, mais transformés, pour faire, si vous voulez, leur repas. Et donc je pense qu'on est sur une voie royale en ce qui concerne les produits transformés. La transformation locale, très importante, Madame Massala, pour l'Afrique. Oui, c'est déjà parce que ça crée de l'emploi. Oui. Donc c'est très important et ça nourrit direct son homme sur place. Parce que les produits que nous importons, nous ne connaissons pas leur qualité. Et ça coûte cher. Non seulement ça coûte cher et ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas tous les Africains qui consomment les produits qui viennent de l'Europe. Ce sont des Africains à peu près aisés qui en ont les moyens de pouvoir aller dans les supermarchés pour acquérir ces produits. Donc la transformation sur place, ça permet justement de se nourrir de manière qualitative des produits qui sont issus de nos sols. Oui, je vais prendre je vais pas citer un pays, mais il y a un pays en Afrique centrale, pas loin de votre pays, Madame Massala, mais dans le prix, je pense que les prix sont excédentaires, mais c'est vraiment très cher. Je prends l'exemple des fruits, par exemple. Pour manger des fruits, c'est compliqué. Oui, chez nous au Gabon, pour manger des fruits, puisqu'on les importe pour la plupart du temps du Cameroun, du Burkina, du Mali, et ça nous revient quand même assez cher. Alors, comment manger de manière qualitative dans ce cas ? Alors, moi je crois que ce n'est pas à nous de le décider, mais comme vous avez dit, il y a des volontés politiques qui doivent se mettre en place. Moi, je prône une politique agricole commune. Déjà, dans les régions que l'on connaît, genre CEDEAO, etc., il faut que les produits puissent circuler librement, sans taxation. Déjà les infrastructures, infrastructures. Voilà. Et donc, à ce moment-là, la distribution peut être plus performante. Comme on dit, c'est un problème logistique, un problème de supply chain. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de barrières permettant, si vous voulez, cette libre circulation. Ouais. La politique agricole commune, c'est aussi l'idée de spécialiser certains territoires dans certaines productions. Oui. En étant les meilleurs, c'est-à-dire le bon produit avec la bonne production, c'est-à-dire bonne productivité, plus vous avez un bon produit avec une bonne productivité, plus vous pouvez être compétitif au niveau du prix. Oui. Et je pense que ce que disait Liliane Massala est très important, c'est que l'Afrique a le moyen de se nourrir avec des produits sains, produits chez elle. On voit même parfois des tendances maintenant européennes à se procurer des produits africains pour leur qualité nutritive. Ça revient même moins cher
en dehors d'Afrique qu'en Afrique, oui, pour certains produits. D'une part. Et d'autre part, les gens, vous connaissez le sujet de l'obésité. Oui. Vous savez pourquoi il y a de l'obésité? Diabète, obésité. Pourquoi il y a de l'obésité aussi en Europe? Et comment on peut se sortir de l'obésité? C'est en mangeant sain. Oui. Et l'Afrique, à mon avis, est la mieux placée pour développer toute la distribution de ces produits sains, avec des qualités nutritives réelles. Et là, je pense que chaque pays doit sentir ses possibilités en fonction du sol, en fonction de l'eau, en fonction de la température, etc., pour dire, moi, je me spécialise dans telle ou telle production. D'accord. Alors, revenons sur la conférence, Monsieur Fossard. Vous allez annoncer un New Deal. Un New Deal... Qu'est-ce qu'il y a dans ce New Deal? Alors, New Deal, c'est une expression qui nous vient après la crise de 29, oui, du temps de Roosevelt. Aux États-Unis. Pour moi, c'est une redistribution un peu des cartes. Et en fait, pour exprimer les choses facilement, c'est en fait un meilleur partage. Bon, le meilleur partage entre producteurs et transformateurs. Hein. Il n'est pas acceptable qu'un producteur touche si peu d'argent par rapport à son produit. Mais il y a une pression du marché qui fait que les choses ne peuvent pas évoluer simplement. On ne peut pas décréter « Ah, vous allez payer plus cher maintenant le kilo de tomates comme on paierait plus cher un kilo de café ou de cacao ». Il faut donc jouer avec les mécanismes économiques tels qu'ils existent. Et c'est pour ça que nous sommes dans une optique qui est, si vous voulez, du capital. Nous pensons que le capital est un point important, mais il n'est pas interdit à des producteurs qui le veulent, pas tous, ceux qui le veulent, d'accéder au capital de leurs unités de transformation. Je suis producteur, j'amène du produit à l'unité de transformation. Pourquoi, si on me donne la possibilité d'accéder au capital, je n'arriverai pas à récupérer une partie des profits? Bon, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est de voir comment on lui permet d'avoir le maximum de pourcentage tel que ça peut être défini dans une position minoritaire ou dans une position majoritaire. Et nous avons la possibilité de travailler sur des mécanismes qu'on appelle de blended capital. Le blended capital, c'est la possibilité de permettre à un individu d'avoir plus en pourcentage de capital, parce que soit on lui aura fait don d'une somme, mais qu'il ne va pas mettre dans sa poche, qu'il va le mettre dans le capital. Et c'est une notion un peu de responsabilité. Ah oui, ça, et l'autre, c'est une autre avancée. Hein, et l'autre, c'est la possibilité, par des programmes adaptés, et c'est là où intervient Liliane Marama-Sala auprès des gouvernements, c'est d'avoir de l'argent qu'on gère dans ce qu'on appelle le temps long. C'est-à-dire quand vous prenez une somme... 5 ans, par exemple. 5 ans, oui, tout à fait, voire 10 ans. Hein, et vous avez aujourd'hui un certain nombre d'opérations. On n'invente rien, ce n'est pas moi qui ai inventé le blended capital, ça existe. Et vous avez un certain nombre d'opérations où on va gérer du temps court, c'est-à-dire le retour doit être fait, mettons, sur un laps de temps de 2 ans ou de 3 ans. Oui. Et puis, il y a une autre partie qui est sur du temps long, comme vous dites, 5 ans, voire 10 ans. Vous voyez ? Et ça, je pense que c'est très important, c'est trouver la solution pour débloquer l'argent pour des petits preneurs et qui sont motivés. S'ils ne sont pas motivés, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on a comme résultat dans ça? C'est une alliance entre des producteurs et des transformateurs. Parce que, en fait, les problèmes sont à tous les niveaux. L'Afrique, ce n'est pas aussi simple comme ça. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il y a plein de choses trappes. Et parmi les problèmes, c'est qu'on est une unité de transformation, mais qu'à un certain moment, on n'ait pas de produits à transformer pour telle ou telle raison. Il y a des excédents de produits qui... Récemment, au Sénégal, 4 unités de transformation d'anacarde, pour faire de la noix de cajou, se sont arrêtées parce que la récolte de l'année précédente n'avait pas été bonne. Ils n'avaient pas d'alliance particulière avec les producteurs. Le producteur, il vend à celui qui est le plus offrant. Donc les acheteurs étrangers sont venus, ont donné un peu plus, ont pris toute la marchandise, et les unités de production locale ont été obligées de fermer, temporairement, mais fermer.
et de renvoyer les gens à la maison. Ça, je pense qu'il faut absolument l'éviter et il faut arriver à sécuriser cette relation producteur-transformateur par une alliance qui peut prendre des formes diverses. D'accord. Alors, vous avez des relations, vous travaillez avec les banques locales, c'est bien ça, ce que j'ai compris. Vous travaillez avec les banques locales. Et quelle est votre stratégie commune avec ces banques? Alors, la stratégie commune est la suivante. Nous travaillons, comme j'ai dit, à la fois en prise de participation et également en garantie. Nous apportons de la garantie, non pas à celui qui va emprunter, mais auprès de la banque locale qui va prêter l'argent. De manière à ce que, si vous voulez, la banque, à partir du moment où on lui apporte une garantie en euros, va sortir une monnaie locale et va ouvrir le compte au niveau de ce qu'on appelle chez nous le bénéficiaire. Nos clients à nous, on les appelle des bénéficiaires. Bon. Et donc ça, c'est déjà une relation importante. Pour vous situer un peu les choses, quand on apporte par exemple une garantie de 50 000 euros, on peut, auprès de telle ou telle banque, emprunter 150 000 ou 200 000 euros. Hein. Donc ça facilite les choses et ça permet de mettre en place, avec ces banques locales partenaires, nos opérations de prêt. Ensuite, nous intervenons aussi directement pour la prise de participation, mais qui est toujours en capital, si vous voulez, moins importante que les prêts. Hein. Et la relation donc avec nos banques partenaires tient compte aussi de chaque cas particulier qui peut exister. On peut avoir par exemple une banque qui déjà va bénéficier d'un programme à travers une institution de développement international de 50% de garantie. Donc, si vous voulez, ça facilite les choses. Donc, nous, notre métier, comme je disais tout à l'heure, en orchestrant les montages financiers, c'est aussi de taper aux bonnes portes. C'est-à-dire savoir qu'à tel endroit, on peut bâtir un accord de telle ou telle façon. Oui. Voilà. Alors, dorénavant, les États, les autorités, hein, ils sont conscients, elles sont conscientes, pardon, que le financement est important. Et donc, ils sont à la quête des innovations que vous allez présenter pendant la conférence. Est-ce qu'on peut revenir de manière brève et concise, de manière pratique, pour qu'on comprenne bien sur ces innovations financières? Oui, tout à fait. Alors, le premier point, c'est de se dire que l'argent, ce n'est pas évident aujourd'hui. Nous voyons bien que dans une sorte d'attentisme économique mondial, les gens gardent leur argent et ne veulent pas s'avancer. Et que par ailleurs, vous avez des réductions budgétaires importantes. Et que l'Afrique n'est pas en si bonne santé que ça sur le plan de sa dette publique. Bon. Donc, une fois que vous avez pris tous ces éléments-là, vous revenez à ce qu'on a dit tantôt, le privé. Le privé. Le privé. Le privé, c'est très important. Oui. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette approche financière? On s'est doté de nos propres outils financiers. C'est-à-dire que nous avons d'une part des obligations. Bon, obligations, vous voyez ce que c'est. Même les États, hein, même les États mettent en ce moment. Vous prenez le Sénégal, il travaille sur l'idée d'obligation. Vous prenez le Bénin, il est aussi avec de l'emprunt obligataire orienté diaspora. Voilà. Donc tout ça montre que les obligations, c'est un produit qui apporte une certaine sécurité, enfin une plus grande sécurité que des actions. Oui. Et donc vous avez des gens qui ne veulent pas prendre de risques. Moins de risques. Moins de risques et vont dire je prends des obligations. Nous avons un deuxième instrument financier, mais qui est particulier. Il est notamment orienté vers la diaspora qui travaille en France, qui paye des impôts en France, parce que, de par notre statut, une personne qui va investir dans des titres participatifs peut déduire 25% de la somme investie de ses impôts, jusqu'à un certain montant. Hein. Donc, c'est intéressant. Et quel montant? Jusqu'à un certain montant, lequel? Eh bien, en fait, c'est lié par rapport au montant d'impôts que vous payez. Oui. Donc, par exemple, si vous êtes en couple ou pas, si vous êtes célibataire, je paye 2 000 euros, une image, 2 000 euros d'impôts. Mais globalement, on va dire que quelqu'un qui va prendre pour 4 000 euros de titres participatifs ou 10 000 euros de titres participatifs, il va déduire de ses impôts 1 000 euros
pour 4 000 euros, il va déduire 2 500 euros de ses impôts quand il a investi 10 000 euros. Donc on n'est pas dans des sommes à 100 000 euros. On est sur des sommes qui sont quelques milliers d'euros à 10 000, 20 000. Donc ça correspond à des revenus de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elle peut dire, ben oui, moi j'ai envie, de faire une épargne en obligation ou en titre participatif. En titre participatif, même si elle met 10 000 euros, ce qui est quand même déjà assez conséquent, elle va pouvoir déduire 2 500 euros de ses impôts. Oui, voilà. C'est les intérêts plus les intérêts. Les intérêts qui gagnent. Voilà. Plus, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est technique, il y a aussi un ticket de sortie parce que les titres participatifs, on est obligé de les tenir sur une période de 7 ans. Les obligations, on les tient sur une période de 5 ans. Donc c'est de l'épargne, si vous voulez, qui doit être, je dirais pas, qu'on ne va pas liquider rapidement. Donc ça, c'est un point qui fait que les gens doivent être, je dirais, dans un bon placement de père de famille, comme on dit, et dire, bon, je place ça pendant plusieurs années. Okay. Dernier point, qui est d'ailleurs l'objet de notre 7 février. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Monsieur Fossard, allez-y. C'est le lancement de notre fonds d'investissement à impact, qui s'appelle Solipar. C'est maintenant que vous le dites. Voilà. Et j'ai regardé ça pour la fin, c'est le meilleur morceau. Et je dirais que dans le travail fait avec Mozart Consulting, on est capable aujourd'hui de lancer notre fonds avec 1 million d'euros. L'opération du 7 février consiste à pousser le fonds jusqu'à 8 millions d'euros. Et donc, on est parti maintenant avec cette idée de pouvoir, je dirais, développer les activités avec notre propre fonds, plus des fonds qui sont autour de nous, parce que vous entrez dans un club, vous êtes dans un certain cercle, et donc on vous prend à ce moment-là plus au sérieux. Donc ça, c'est un premier point. Le dernier point, qui est du futur, mais on peut en dire un mot, c'est que dans les relations que l'on noue avec des opérations comme le 7 février et d'autres à venir, c'est qu'au niveau des États, il soit possible, dans les années 25, 26, 27, de faire du fonds d'investissement pays en PPP, avec une minorité de la puissance publique, mais avec des bailleurs de fonds qui vont dire mais c'est intéressant, c'est sécurisant parce que c'est sur la transformation des produits, c'est d'avenir parce qu'on voit bien qu'il y aura de plus en plus de consommation de produits transformés, et donc nous espérons sur les prochaines années avoir ces développements de fonds par pays. Voilà, c'est ce que nous espérons pour vous également, Monsieur Fossard et Madame Massala. Et donc, nous sommes vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot, notamment pour la conférence? Comment faire pour s'inscrire? Pour s'inscrire, on a un lien qui se trouve sur notre site internet, mozartconsulting.com, et sur le site internet d'AFA également. Oui. Donc, ce lien existe. Et WizEvent aussi, on a créé un lien qui permet aux gens d'aller s'inscrire, avoir le programme de l'événement et prendre leur place pour pouvoir être là. Donc, on espère vraiment recevoir beaucoup de monde, parce que les intervenants sont de très bons niveaux. Ils font des déplacements de loin pour venir donner leurs solutions, apporter leur expertise, et ça serait dommage de ne pas les avoir. À ce stade, on a déjà un engouement assez fort. On a beaucoup de participants qui se sont inscrits. Monsieur Fossard, un dernier mot? Un dernier mot, c'est en fait de dire que la tâche est immense et que tout ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous suive et qu'on soit copié. Parce que plus on sera copié, plus on aura atteint des objectifs, c'est-à-dire faire bouger les lignes, faire en sorte que les PME se développent, faire en sorte qu'il y ait un partage au niveau transformateur et producteur. Et je dirais qu'on vous donne rendez-vous dans quelques temps pour faire le point et vous dire si on est copié. On se donne rendez-vous, je dirais, dans 5-10 ans. Oui, c'est ça. Dans 5-10 ans, on se donne rendez-vous, mais avec vous, chers téléspectateurs, c'est le 7 février. À l'hôtel Grand Paris, toujours du mal à dire, Grand Continental Paris, à côté du palais de l'Opéra Palais Garnier. Et donc, nous vous attendons nombreux. Moi, je serai là pour modérer une table ronde. Venez nombreux, vous de la diaspora qui souhaitez participer au développement de l'Afrique par l'agriculture. Nous vous attendons nombreux. Donc, j'ai été ravie de présenter cette émission avec Madame Massala, Liliane Massala, ancienne ambassadeur du Gabon en France, directrice générale de Mozart Consulting, et avec Monsieur Michel Fossard, président directeur général
de Agrofinance Africa. De Agrofinance Africa. Et moi, évidemment, je suis Carmen Févillier. J'étais ravie de vous présenter cette émission et à très bientôt. Au revoir.